t'as quelque chose sur le cœur ou ça peut des fois quand t'as un problème. Oui, ça fait du bien de vider un peu son sac, on va dire. Je saurais pas comment expliquer. Enfin, un peu comme quand on est sur une éponge, quoi. Ça vaut le coup, oui. Oui, c'est important. C'est important de se confier à quelqu'un de confiance. De base, je déteste tout ce qui est dans ce secteur-là, les psychologues. Et je comprenais pas pourquoi je devais en avoir. Du coup, j'étais directement bloquée à la discussion et je voulais pas leur parler. Peut-être la marche à pied. Enfin, pour moi, ça m'a aidé parce que moi, j'aime bien marcher. Ce qui aide, c'est de sentir qu'en face de nous, on a des gens qui nous écoutent et qui sont prêts à nous aider sans nous juger, nous faire avancer surtout, et à nous pousser aussi à aller vers d'autres personnes, à en parler et à s'exprimer. Les amener manger quelque part. Moi, personnellement, c'est là où je parle plus. Quand on m'amène manger, ça ne m'arrange pas de parler. De la prévention à la protection, créer les conditions d'une parole libérée. Voilà le thème donc de cette première table ronde de la journée. Nous accueillons ce matin les intervenants à l'origine de 2 démarches de prévention en milieu scolaire qui informent les enfants sur les violences physiques, psychiques et sexuelles et les invitent à partager leurs questionnements. Un but commun, informer les enfants et leur donner les moyens de savoir comment agir. 2 approches qui permettent aux enfants d'investir un moment privilégié sur un sujet qui les concerne. Anne-Yvonne Kervern et Olivier Bernot sont présents à cette table ronde et représentent les aventures de Bibo. Guillaume-Émile Zola place pour les maltraitances, moi j'en parle. Et le docteur Holnet, Laurence Holnet, de l'unité de consultation des victimes de violences intrafamiliales, pédopsychiatre, qui a mis en place avec ses équipes une cellule de prise en charge pour enfants victimes de violences intrafamiliales. Donc un premier tour de présentation. On va commencer par les aventures de Bibo, le théâtre forum, une approche expérientielle, Anne-Yvonne Kerven et Olivier Bernot. C'est à vous. Bonjour, donc je m'appelle Anne-Yvonne Kervern. Rapidement, moi j'ai été assistante sociale en AEMO dans les Côtes-d'Armor pendant 25 ans. Parallèlement, j'ai toujours été intéressée par la pratique théâtrale et l'incarnation des choses. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a formée à la pratique du théâtre forum. Et pour faire court, le questionnement est venu à un moment avec des collègues travailleurs sociaux de Dinan, de se dire comment on peut porter la question de la maltraitance en s'adressant directement aux enfants dans un lieu qui est un lieu public, c'est-à-dire pas être dans la confidentialité, etc. Et donc le théâtre forum, les aventures de Bibo, est né comme ça. En 93, il devait durer quelques jours. Enfin voilà, c'était l'idée d'une expérience. Et en fait, Bibo existe toujours. Moi, j'ai arrêté un peu de travailler et c'est Olivier qui a pris le relais. Merci. Bonjour. Eh bien, donc voilà, tout est dit. Je suis comédien, metteur en scène, formateur. Du coup, maintenant, c'est moi qui suis garant. Après 10 ans de compagnonnage auprès d'Anne-Yvonne, qui m'accompagne toujours d'ailleurs, la preuve en est, qui m'a légué tout son savoir, son savoir-faire, et donc je suis garant aujourd'hui et le formateur de nouveaux groupes et de groupes déjà en place depuis un moment maintenant en Côtes-d'Armor. Voilà. Merci.
Donc la vidéo. Ah oui, un petit clip. Donc, les aventures de Bibo sont bien un travail de prévention de la maltraitance et des abus sexuels à destination des enfants des écoles primaires. On s'est dit à Dinan, en 1993, dans le cadre de l'enfant dans la ville, pourquoi ne pas essayer de monter ce théâtre-forum, les aventures de Bibo, à destination des enfants, dans le cadre d'un événement qui s'appelle l'enfant de la ville. Et ben donc, tout simplement, on a dit ok, on y va. Maman, on avait dit que je prendrais ma douche tout seul. Mais bien sûr, je viens juste voir si tout va bien. Et il s'agit ainsi donc de monter différentes scènes de différents moments de la vie, donc, qui sont joués devant les enfants et où à un moment la technique consiste à faire en sorte que l'enfant puisse venir expérimenter ces situations d'oppression que vit Bibo, qui est le personnage central, dans ces moments-là où il n'est absolument pas respecté dans son intégrité physique et psychique. Tu iras chez tonton Gilles. Hé Bibo, je te parle. Pourquoi c'est pas Sarah qui vient me garder? Donc action en lien avec les écoles, en lien avec les enseignants et aussi avec les parents. Et dire que c'est une innovation, c'est aussi dire que c'est un produit qui dure dans le temps, puisque c'est un produit une action en tous les cas, qui a permis aussi à des travailleurs sociaux de s'initier à cette technique du théâtre forum. On est allé chez Mémé, après on est allé au McDo, et puis je m'aurais étonnée qu'il fasse à manger. Alors les travailleurs sociaux apportent la matière à la construction des scènes à partir d'improvisation sur une matière qu'ils connaissent bien puisque c'est leur quotidien d'accompagner des enfants qui sont en difficulté. Et donc à partir d'un travail de groupe et d'improvisation, on se met d'accord sur un scénario. Ensuite, moi je fais un travail d'écriture et je forme aussi les gens qui vont, les travailleurs sociaux, qui vont accompagner la partie forum. C'est-à-dire qu'ils vont être l'interface entre le public d'enfants et la scène pour accompagner les enfants dans la prise de position sur scène. J'ai pas mis de place, tu me colles. Oh pardon, mais c'est parce que je t'aime bien. Et puis quand les autres sont là, je ne peux pas te faire de câlin. Je crois que l'expérience nous montre depuis 20 ans que c'est une... Bien, on va supposer que c'était la fin de la séquence ou que la parole n'est pas encore tout à fait libérée. Alors, pour les maltraitances, moi j'en parle, une approche didactique et pédagogique. Guillaume-Émile Zola-Place, vous êtes colonel de gendarmerie, vice-président de l'association. Je vous laisse en dire un peu plus sur vous et sur l'association. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je tiens à remercier le président Salvatore Stella qui nous a invités et les organisateurs. Je souhaite excuser Nathalie Cougny, présidente fondatrice de l'association, et Alexandra Albert, qui est la référente départementale de l'Essonne, qui devait intervenir. Et c'est un peu au pied levé que je les remplace. Elles sont toutes les deux atteintes du Covid, malheureusement. Donc, Nathalie Cougny est artiste peintre, écrivain, engagé depuis 2009 dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux maltraitances infantiles. Et notamment, elle a créé les maltraitances, moi j'en parle, en septembre 2020, une association nationale et reconnue d'intérêt général. Aujourd'hui, nous avons 44 responsables départementaux, dont 2 en Bretagne, Finistère et Côte-d'Armor. Et je salue Catherine Froger du Finistère, qui est dans la salle. Et nous avons 300 intervenants. Donc nous avons trois principales actions. Intervenir dans les collèges, les écoles et les collèges du C2 à la 5e pour faire de la prévention sur 3 thématiques: les violences physiques, les violences sexuelles et les violences éducatives ordinaires. De former les enseignants, le personnel encadrant et toutes les personnes travaillant avec des enfants. Alors, comment se passent nos interventions? Normalement, il devait y avoir un PowerPoint. Oui, c'est ça. Normalement, il y a un PowerPoint. Vous avez devant vous la télécommande, la zappette, mais je ne sais pas si le PowerPoint impeccable. est lancé. Voilà. Donc, comment fonctionne-t-on? Donc, nous avons 2 classes en alternance. Nous avons mis en place
un programme qui allie donc la prévention par la sensibilisation aux différentes formes de maltraitance que les enfants peuvent subir, comment les reconnaître, s'en protéger, à qui en parler, et un atelier bien-être avec des ateliers ludiques. Donc on voit 4 classes par jour, donc 2 classes en alternance, je le disais. Chaque classe bénéficie de 2 séances d'1h20 avec 20 minutes de pause. Donc une sur les maltraitances et une sur le bien-être. On y reviendra dans le slide suivant. Qui sont nos intervenants? Donc plus de 300 intervenants sélectionnés, qualifiés, rémunérés par l'association, qui doivent fournir un extrait de casier judiciaire et adhérer à une charte éthique qu'on a écrite. Donc ce sont des chefs de services éducatifs, formateurs, formatrices, directeurs de MEX, médiatrices familiales, en communication non violente, coach parentalité, des magistrats, des avocats, des référents violences, des gendarmes retraités des maisons de protection des familles, des éducateurs spécialisés, des psychologues, on a même un docteur en neurosciences. Donc un panel très large sur la prévention des maltraitances. Vous pouvez lire les thèmes abordés avec les enfants, mais avec cet atelier, nous avons plusieurs objectifs. C'est faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant. 97% des enfants ne le connaissent pas. On établit nos statistiques parce qu'on leur fait remplir un questionnaire pour voir leur niveau de connaissance. Ils peuvent aussi là commencer à libérer leur parole et on participe ainsi à la détection de certains cas. Reconnaître les différentes formes de maltraitance, connaître les limites, savoir dire non, pouvoir parler et à qui, que le secret ne provoque pas de graves troubles psychologiques, et contribuer aussi à faire diminuer les violences sur les enfants et entre eux, et donc les faire prendre en charge, les enfants concernés, par la chaîne Éducation nationale, du coup, puisque c'est l'Éducation nationale qui prend le relais. Avec la séance bien-être, non, là je suis peut-être allé un peu trop loin. Voilà. Donc par des ateliers ludiques, nos objectifs sont de développer l'empathie et la bienveillance et de respecter son corps et celui des autres. Donc nous leur donnons des outils pour gérer leurs émotions, par des petits ateliers sur la respiration, les paroles valorisantes. Et on a un petit atelier qui s'appelle le toucher bienveillant, qui est un atelier qui permet de détecter pour l'enfant quel serait le toucher déplacé ou malveillant. Donc on va lui demander de faire un compliment à son camarade de classe voisin en lui mettant la main sur l'épaule, mais là on lui dit il n'a peut-être pas envie, donc tu dois lui demander l'autorisation. Et donc on présente et on évoque du coup la notion de consentement. Voilà, pour terminer, je dirais 2 mots juste. On a une formation de 3 heures pour les adultes, pour les enseignants et le personnel encadrant en amont des interventions avec les enfants. Ça fait partie de nos interventions, adultes et enfants. Et c'est une nécessité car très peu sont formés. Et cela permet aux enseignants aussi de connaître notre démarche. Donc nous abordons les maltraitances infantiles, bien entendu, et la chaîne de protection, et on leur donne quelques clés pour repérer un enfant en danger et accueillir sa parole. Donc, je vous invite à passer aussi sur le stand, puisque je suis tout seul aujourd'hui. On a de la documentation à vous remettre, n'hésitez pas à vous servir. Et je voulais juste vous dire aussi qu'on a un vrai problème de financement. On a une jeune association qui a 2 ans et demi. Des tas d'écoles attendent, et notamment en Bretagne. Je rends hommage à nos responsables départementaux qui sont bénévoles et qui font un maximum pour pouvoir sensibiliser un maximum d'enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Olnette, pour l'unité d'écoute des enfants victimes de violences à Saint-Malo. Je vous en prie. Merci. Donc, merci aussi de cette invitation et de la confiance dont vous faites preuve en nous proposant d'intervenir et puis de mettre un peu en lumière les dispositifs locaux. Donc moi, je suis psychiatre pour enfants et adolescents. Depuis la nouvelle réforme des autorisations en psychiatrie, on ne doit plus dire pédopsychiatre. J'interviens donc au sein du pôle de pédopsychiatrie, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du centre hospitalier de Saint-Malo, avec une équipe bien évidemment pluridisciplinaire. Les violences, quelles qu'elles soient également commises par commission, par omission ou dans un contexte de violence conjugale. Juste pour rappel, depuis novembre 2021, l'enfant est désormais considéré comme victime de ces situations. Ces violences ont des répercussions qui peuvent être parfois très graves à court, moyen et long terme, aussi bien sur la santé physique que psychologique.
en travaillant au sein et en étant psychiatre d'enfants et d'adolescents, nous sommes évidemment très attentifs au bien-être psychique et au développement des enfants et des adolescents, des mineurs, on va utiliser le terme judiciaire pour parler de cette population. Donc on est forcément engagé dans le prendre soin des mineurs et particulièrement des mineurs victimes, puisque depuis 2021, nous avons créé une unité de victimologie au sein du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui regroupe en son sein, d'une part, l'activité qui est en lien avec l'UAPED, unité d'accueil pédiatrique ou pédopsychiatrique enfance en danger, anciennement appelée UAMJ, qui est créée depuis 2007 au sein et qui est adossée au pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et qui, de plus, est site pilote depuis 2018 pour l'audition des enfants victimes de violences conjugales. Juste une petite parenthèse, ce sera un premier message que je souhaiterais absolument passer, parce que si on voit quand même que l'impact des violences conjugales est désormais beaucoup plus diffusé sur les réseaux, sur les ondes, etc., l'impact des conséquences des violences conjugales sur la santé des enfants, je tiens à souligner que ça commence dès la grossesse et dès la période postnatale. Les bébés sont également excessivement impactés. Et nous, par exemple, au sein de la consultation spécialisée de périnatalité, les bébés qui nécessitent un suivi soutenu, particulièrement en psychomotricité, la moitié de notre file active sont des bébés qu'on a rencontrés dans le cadre des consultations de violences intrafamiliales. Par ailleurs, depuis janvier 2021, nous avons passé un partenariat de collaboration et on a signé une convention avec le conseil départemental 35 pour un suivi prospectif et systématique de tout mineur de moins de 3 ans confié à l'aide sociale à l'enfance. Nous avons jusqu'à présent rencontré 36 bébés de 0 et jusqu'à 3 ans. Sur ces 36 enfants, 30 nécessitent un suivi soutenu. Et on pourrait se dire qu'un placement très précoce protège, mais on s'aperçoit que si les bébés qu'on a pu rencontrer dès la sortie de maternité ou très précoce, enfin qui ont été confiés très précocement et que l'on a rencontrés également rapidement, présentaient quelques particularités développementales. 12 mois après, il y a des troubles qui sont impactés. Deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'on ne peut pas travailler seul dans ces situations de violence. Et donc cette unité de victimologie, elle s'est naturellement inscrite dans le réseau VIF du Pays de Saint-Malo, qui est un réseau très dynamique, très riche, avec la présence de nombreuses compétences d'institutions diverses et d'associations, et qui organise chaque année une journée dite forum tout public autour de la thématique des violences conjugales et des impacts chez les enfants. Et parallèlement, le groupe prévention de ce réseau organise des ateliers de prévention dans les collèges. Merci beaucoup. Alors, première question qui s'adresse d'abord aux aventures de Bibo. Pour pouvoir se protéger, il faut d'abord savoir de quoi. En quoi chacune de vos interventions permet-elle la libération de la parole de l'enfant ? Je ne sais pas si tout a été très clair par rapport. Je me permets de refaire un petit retour en arrière parce qu'on s'est fait un petit peu surprendre par le film, tout ça. Et donc peut-être redéfinir un peu comment ça se passe. Donc le théâtre forum, peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais donc il s'agit ici de faire intervenir les travailleurs sociaux qui vont, lors de la formation, définir les thèmes, comme ce qu'on voit à Nivonne qui disait, c'est eux qui amènent le sujet. Où les enfants sont aux prises, donc Bibo qui représente le personnage central qui représente tous les enfants sont aux prises avec de la violence domestique ordinaire à la maison jusqu'à la rencontre avec un prédateur sexuel et avec des scènes de révélation. Il y a une scène de révélation où Bibo raconte à un parent qu'il a été victime de violences intrafamiliales sur lesquelles les enfants ne font pas forum. Quand je dis les enfants font forum, c'est-à-dire que l'objectif est de demander aux enfants, plutôt que de faire un débat sur ce qu'ils ont vu, ils viennent expérimenter, prendre la place de Bibo, du personnage central, pour voir ce qu'ils peuvent mettre en œuvre pour se sortir de ces situations compliquées. Et après, d'en parler
Donc, dans un premier temps, une fois la formation passée, il y a déjà ça, former les gens en 6 jours, tout ça. Une séance se passe, on présente 6 ou 7 scènes définies avec les travailleurs sociaux. Les scènes se suivent les unes après les autres. Dans un deuxième temps, a priori, plutôt 3 scènes sont reprises en forum, c'est-à-dire où les enfants vont pouvoir expérimenter la place de Bibo et intervenir et mettre en œuvre leurs propositions de changement. Et ensuite, ils se retrouvent en petits groupes avec les travailleurs sociaux, les acteurs, pour reparler, redébriefer de toutes les aventures, enfin les scénettes qu'ils ont vues. Et voilà, c'est là que peut intervenir effectivement, enfin il y a une vraie prévention qui est faite, et puis réception, recueil de la parole. C'est pour ça que c'est important que ce soit des travailleurs sociaux et des professionnels de la protection de l'enfance qui mènent ce projet. Et tout ça permet, la libération de la parole, c'est déjà l'identification qui est faite assez rapidement, assez facilement avec le personnage, le fait que les acteurs, les signaux qu'ils envoient, et juste qu'ils sont du côté des enfants, quoi. Ils se mettent à leur place, ensuite ils se retrouvent assis en tailleur, en petits groupes. Enfin, tout ce contexte permet une espèce de rencontre un peu flash où les enfants facilement vont plus se livrer. D'accord. Un petit mot pour compléter. L'idée du théâtre forum, on peut faire des théâtres forums sur n'importe quel sujet d'ordre social, hein. C'est pas réservé à la protection de l'enfance, donc juste ça. Mais aussi l'idée par rapport aux enfants, c'est de les positionner au cœur de Bibo, positionne l'enfant au cœur des problématiques, et aussi on sait bien que quand on dit maltraitance sexuelle encore plus, on dit secret. Et donc Bibo et les travailleurs sociaux qu'il porte viennent dans un espace public, j'ai envie de dire, l'école, avec des gens qui ont un corps, qui sont incarnés, etc., et viennent parler de ça comme si c'était simple d'en parler. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il n'y a pas de dramatisation. Et du coup, c'est l'idée de donner aux enfants une permission aussi. De dire, oui, j'ai le droit. Et puis, si les adultes, ils n'entendent pas, dans la scène de révélation, par exemple, avec la mère ou le père, c'est aussi de dire, si l'adulte, il n'entend pas du premier coup, tu as le droit d'insister. Alors, c'est pas dit en termes d'injonction, mais c'est... Mais c'est la théâtralisation vécu, voilà. qui libère la parole. Voilà, et le fait qu'ils viennent eux-mêmes incarner Bibo, et je pense que ça libère la parole, pas seulement dans le moment, mais pour avoir quand même eu des retours depuis le temps. Aussi, moi, il y a un jour un petit garçon qui m'a dit, tu vois, moi, quand il y a un truc, je sens que ça pue, j'ai toujours un petit Bibo dans ma tête. D'accord. Voilà. Donc, je trouve, je voulais juste repréciser ça. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Émile Zola-Place, même question. Alors, je viens de me rendre compte qu'on avait oublié de passer mon petit clip. 1 minute. Ah, alors, est-ce que le clip est prêt? C'est ça? Non? Oui? Alors oui, un clip d'1 minute 10, est-ce que vous l'avez en... Je ne vous vois pas, je vois des signes, c'est bon. Pour répondre à votre question, nous sommes rapidement aperçus que les enfants ne connaissaient pas dans leur ensemble les différentes formes de violence, à part le harcèlement scolaire qui est très répandu. Les enfants ne savent pas ce qui est normal ou pas, ils ne connaissent pas les interdits, notamment sur la violence sexuelle et sur la violence éducative ordinaire. Vous savez tous que depuis la loi de 2019,
Les coups, fessées, humiliations sont interdits. Donc, comment pouvoir parler, se protéger ou être protégé si on ne sait pas, ou si l'enfant pense que c'est normal? Premier concerné, dernier informé. Donc, nous venons de leur parler de toutes les violences, simplement, sans créer de peur, comme n'importe quel autre thème, pour leur apporter l'essentiel des connaissances du sujet, leur dire que ce n'est pas normal et comment agir. Pourquoi il faut en parler rapidement et à qui? Donc, nous avons la chance d'avoir 300 intervenants professionnels et bienveillants qui nous rejoignent pour cette même raison, la bienveillance, et aussi parce que nous allons vers les enfants. Nous disons d'emblée aux enfants qu'ils sont importants, là ils se redressent en classe, qu'ils sont des personnes à respecter comme les adultes, que nous avons aussi besoin d'eux pour faire changer les choses. Donc ils sont très acteurs des séances, ils sont impliqués, parlent souvent très facilement, car ils comprennent que ce n'est pas normal et que la violence ne résout rien. Mais vous savez tous ici les conséquences multiples des violences. Donc on vient leur offrir un espace de parole libre à hauteur d'enfants sur un sujet qui les concerne en nombre et qui finalement les préoccupe. Donc on essaye de sortir du contexte de l'école comme dans une bulle, et ça marche très bien parce que nous sommes sincères avec eux, nous les écoutons vraiment et les enfants ont besoin d'être écoutés. D'ailleurs, nous avons même l'impression qu'ils attendaient qu'on vienne leur parler à ce sujet, car en vérité, qui leur en parle? Nous mettons aussi en place un protocole préalable avec les chefs d'établissement lorsque nous repérons un enfant et qu'il parle de lui-même pour une prise en charge. Et d'ailleurs, nous disons ouvertement aux enfants que s'ils manifestent quelque chose, ils seront entendus pour savoir ce qu'il se passe, car nous devons les protéger. C'est la loi. Donc on ne vient pas pour faire absolument parler. Le temps de la parole peut venir plus tard, avec la personne obligatoirement présente sur place, donc qui est l'enseignant, le professeur ou l'infirmière. Et on ne se positionne pas en sauveur, mais comme un lien sécurisant pour eux. Il est essentiel de considérer les enfants et de leur donner cet espace sans jugement. Et d'ailleurs, s'ils s'écoutent beaucoup entre eux, nous n'avons jamais vu de moqueries lors des séances parce que c'est un sujet important pour eux. Et les adultes doivent comprendre que cette écoute et les connaissances qu'on leur apporte sont primordiales. Et ce qui n'est pas forcément le cas partout. Merci beaucoup. Madame Olnette, même question. Vous pouvez juste répéter la question parce que du coup je l'oublie. Alors, la question, c'est en quoi chacune de vos interventions permettait la libération de la parole de l'enfant? Merci beaucoup. Alors, donc je vais passer assez rapidement sur l'UAPED parce que je ne sais pas si, j'imagine que vous connaissez le fonctionnement. Nous, c'est un soutien à l'audition des mineurs victimes. Notre UAPED travaille sur réquisition judiciaire, donc ça veut dire qu'il y a eu un signalement, que le parquet s'est saisi, a demandé une enquête et puis une audition. Et je ne reviendrai pas parce que M. Serron l'a très bien détaillé sur un recueil sécurisé et sécurisant de la parole de l'enfant en suivant des protocoles tels qu'il a pu le décrire, avec des questions ouvertes, non suggestibles, et on s'appuie sur le protocole dit NIST, qui est un protocole nord-américain. Au niveau de la consultation plus spécifiquement dédiée aux mineurs victimes des violences conjugales, en fait, on s'est organisé en 2015 avec le service des urgences hospitalières et du service social hospitalier qui avait la volonté de mieux accueillir et mieux repérer les femmes victimes de violences conjugales au sein des urgences de l'hôpital. Et voilà, donc on a travaillé, on a réfléchi ensemble. Donc il y a eu tout un travail de formation, de sensibilisation des équipes. Et quand il y a des femmes qui sont repérées, elles vont être prises en charge aux urgences, revues après avec l'équipe VIF adulte. Et puis, quand il y a des enfants, ils vont nous les adresser. Sur cette consultation plus spécifiquement dédiée aux enfants, qui est un peu protocolisée, mais qui évidemment s'adapte à toute situation. En général, la mère, femme victime, est reçue en binôme avec l'assistante sociale et la psychologue pour reprendre un petit peu tout ce dont elle a pu être victime et ce à quoi les enfants ont pu être exposés. Je rappelle quand même que plus de 50% des enfants sont maltraités directement dans ces situations de violence conjugale, ce qu'on retrouve aussi au niveau de l'UAPED, c'est confirmé. Et ensuite, chaque enfant de la fratrie va rencontrer la psychologue de cette consultation pour une évaluation psychologique, évaluation de son état émotionnel, d'un éventuel
de stress post-traumatique, et puis voilà, s'y poser une indication de soins où finalement, et là la parole va pouvoir se libérer quand ils vont rencontrer la psychologue, en sachant que les psychologues qui travaillent sur cette consultation travaillent aussi à l'UAPED et sont donc formés au recueil de la parole. Et voilà, ça favorise cette libération de la parole, et c'est aussi et surtout pour les enfants et les mineurs une entrée dans un parcours de soins. Bien, merci beaucoup. Une deuxième question sur laquelle je vous demanderai d'être peut-être un peu plus concis. Quelles limites, quels freins, quels obstacles repérez-vous lors de vos interventions? Alors, oui, on peut commencer par vous, si vous le souhaitez. Donc les freins majeurs sont les adultes. Beaucoup sont dans le déni. En effet, l'éducation en France est basée sur des schémas éducatifs ancestraux, basés sur la violence et qu'il faut déconstruire. Beaucoup d'adultes minimisent les violences et leur impact, affirment que ça n'existe pas dans leur ville ou leur établissement, alors que la violence a lieu dans tous les milieux. Beaucoup d'adultes ignorent les conséquences des violences et surtout ont peur d'évoquer ce sujet avec les enfants. Mais les enfants n'ont pas nos peurs, ils n'ont pas nos représentations, ni notre vécu, et nous ne stigmatisons personne et surtout pas les parents. D'ailleurs, ils nous le témoignent eux-mêmes à travers notre questionnaire, qui nous disent merci pour tout ce qu'ils ont appris et que maintenant ils sauront quoi faire. Donc notre plus grand travail, c'est de faire tomber le mur de la peur de certains adultes et de convaincre de l'importance de sensibiliser les enfants, qu'on ne peut pas les laisser dans cette ignorance qui les empêche de dire stop, même s'il s'agit d'un parent. Les enfants ne manifestent pas, ne font pas de pétition, ils ne votent pas, d'où une prise de conscience collective des adultes assez tardive et grâce bien souvent à des histoires médiatisées. Les violences augmentent chaque année, un enfant meurt tous les 5 jours de violence, on entend certains adultes, ça a été dit tout à l'heure, que ça n'a jamais fait de mal d'avoir une fessée ou une baffe, or des enfants en meurent. On dénombre 33 viols par jour, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc là c'est le gendarme qui parle. Il est temps de dépasser cette peur et de se mettre pleinement du côté de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est de l'informer et de le protéger. Il faut sans doute aussi un peu de courage parfois, mais nous vivons dans un monde violent. Quelques chiffres aussi, que 25% des agresseurs sexuels sont des mineurs et que les auteurs majeurs sont à 95% des hommes, souvent eux-mêmes victimes dans leur enfance. Donc les enfants ont accès à des contenus violents, des jeux vidéo où le seul but est de tuer. La moyenne d'âge des enfants qui regardent des contenus pornographiques est de 10 ans. Donc on pense qu'aller leur parler de maltraitance, on peut le faire sans trop d'inquiétude. Car ils prennent conscience qu'on ne doit pas être violent avec eux, mais aussi entre eux. Il faut donc se donner les moyens humains et financiers pour protéger les enfants. La prévention en fait partie et coûte peu, moins que le curatif, car il y va de leur santé et de futurs adultes, de leur bien-être, de leur avenir et donc de notre avenir. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très concise. Je vais demander peut-être maintenant aux aventures de Bibo. Non, moi je irais plutôt dans le sens de monsieur et de Guillaume, effectivement. Force est de constater que la maltraitance n'est pas un problème, enfin en tout cas parler de ça n'est pas un problème pour les enfants, mais c'est un vrai tabou pour les adultes. Et c'est d'un seul coup soulever la boîte de Pandore qui peut effrayer, faire peur et à la part de déni. Voilà. D'accord, merci. Ouais, enfin, ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est effectivement que Bibo y vit grâce à l'engagement professionnel, certes, mais aussi personnel de travailleurs sociaux. Parce que c'est pas facile d'incarner Bibo, c'est pas facile d'incarner un pervers, c'est pas facile d'incarner une mère qui fait semblant de rien voir, etc. etc. Et donc moi je voulais vraiment saluer ça et souligner ça. Et aussi d'autant plus que moi j'ai quitté le service social en 2000 pour devenir intermittente du spectacle. Et j'avais l'espoir que la formation des travailleurs sociaux allait comporter accorder beaucoup plus de temps à la question de la maltraitance. J'avais l'espoir que des choses allaient s'ouvrir, etc. Et je fais assez tristement le constat que peut-être c'est le contraire qui s'est passé. Enfin, c'est le contraire qui se passe. Pardon. Et voilà.
Mais néanmoins, voilà, cette aventure reste... elle ne peut vivre que si elle est portée par des travailleurs sociaux, mais aussi que si les instances autour permettent ça. Et on a rencontré avec Olivier des projets, par exemple, qui se sont faits, et, parce que la formation, forcément, ça coûte de l'argent. On a vu, par exemple, un projet de refuser parce que c'était pas facile de trouver 20 000 € sur un budget de conseil départemental, par exemple, pour payer la formation. D'autres, ça fait peur à un certain nombre de gens, soit à l'éducation nationale, soit ailleurs, et qui n'ont pas envie qu'on en parle. Donc je pense que, et que d'autant plus dans ce contexte-là, les enfants, ils ont besoin d'éprouver les choses. C'est pas seulement... Parce que dire, on a tous fait ça, c'est important qu'on nous dise que le feu, ça brûle. Mais quand on a approché sa main bien près du bord et que ça a commencé à cramer, tout d'un coup, on s'est dit, mais je ne sais plus comment enlever ma main, par exemple. Là, voilà, je voulais juste dire ça. C'était peut-être pas... Mais c'est très bien. Mais voilà. Madame Olnette. Alors, moi, j'ai 4 points. Je voulais revenir sur les auteurs mineurs. Je confirme, effectivement, nos statistiques confirment tout ce que vous avez pu dire. Et surtout, ce qu'on retrouve quand même chez les auteurs mineurs, c'est que le contrôle coercitif commence à s'exercer dans ces relations amoureuses à l'adolescence sur le même format que ce qui existe à l'âge adulte, et s'y associe du cyberharcèlement, et particulièrement du cyberharcèlement sexuel, et qu'il y a une certaine banalisation aussi pour les jeunes filles mineures adolescentes d'envoyer des photos dénudées, enfin ce qu'on appelle des nudes ou autres. Donc vraiment un point de vigilance sur la prévention là absolument indispensable pour ces adolescents. Après, ce sera plutôt, moi, des freins qui sont en lien avec les réponses judiciaires. C'est-à-dire que c'est vraiment bien de libérer la parole, c'est bien d'auditionner les enfants dans un cadre sécurisé, où, voilà, en tout cas, dans ce qu'ils peuvent nous dire, c'est leur vérité à ce moment-là, bien décrite. Et après, c'est le nombre, la majorité de ces situations qui sont classées sans suite. Donc, qu'est-ce que ça renvoie aussi aux victimes ? Première chose. Merci. Deuxième chose, c'est dans les cas de violence conjugale, c'est la période de la séparation jusqu'au jugement JAF, où là, finalement, on va demander à un couple dysfonctionnel, avec de la violence, d'être des parents qui arrivent à s'entendre, et notamment un conjoint qui a été violent, qui pourrait être un parent aimant, comme disent des fois les mères, mais il s'occupe bien de son enfant, etc. Cette période est compliquée parce qu'il peut y avoir des injonctions un peu paradoxales, c'est-à-dire des interdictions d'entrer en contact, et puis finalement on va quand même demander à la mère d'accompagner l'enfant dans les passages de bras, sur l'exercice de droit, puisque tant qu'il n'y a pas eu cette audience chez le JAF, chaque parent garde les mêmes droits. Et ça, c'est une période très à risque, d'abord de récidive des violences, voire d'homicide, et très complexe pour les enfants, très stressante, et qui peut réactiver des éléments de stress post-traumatique. Et dernière chose, ce sont les violences post-séparation, qui prennent les mêmes formes que les violences durant la vie de couple, mais avec en plus tout le transfert de ce contrôle au travers de l'exercice des droits parentaux. Et mon souhait, ce serait qu'on puisse passer, dans les réponses qu'on apporte, qu'on passe des droits de l'enfant et non plus un droit à l'enfant de la part des parents, et particulièrement de parents violents. Puisque vous avez la parole, je vais vous demander de répondre en premier à cette troisième et dernière question. Dans la prévention comme dans la protection, le travail en réseau semble indispensable. De quel travail en réseau parle-t-on exactement dans chacune de vos expériences ? Alors, c'est le travail en réseau, alors c'est indispensable, particulièrement dans les situations de violence, puisque comme on connaît bien les stratégies quand même des agresseurs qui ont plutôt tendance à isoler les victimes, isoler en coupant les liens avec l'extérieur, isoler en demandant le secret, isoler avec une emprise, du chantage, etc. Donc c'est vraiment aussi permettre aux victimes, enfin le réseau il est et pour les victimes et pour les professionnels, c'est aussi permettre aux victimes d'aller vers d'autres professionnels,
chaque professionnel dans sa fonction a des compétences dans cette fonction, mais a un regard partiel. Hein, et c'est vraiment de l'adjonction de l'ensemble des regards croisés que l'on peut apporter une base de sécurité à l'enfant et aux parents protecteurs. Merci beaucoup. Les aventures de Bibo, le travail en réseau. Est-ce que vous pouvez en dire un mot rapidement ? L'idée d'ouvrir ces sujets-là, c'est d'inclure, que ça se passe dans l'école, d'inclure les instituts, les directeurs et la famille. Enfin, c'est ce réseau-là d'abord. D'accord. Parce que là, la question des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles fait peur d'abord aux parents. Comment aborder, enfin, les questions qui peuvent survenir, c'est qu'est-ce que vous allez mettre dans la tête des enfants ? Et donc, que les parents, les instituts et les travailleurs sociaux viennent, enfin, dans le dispositif, c'est le protocole qui est mis en place, c'est ça, c'est que les parents ne sont pas au courant de l'action qui va se produire, ils sont au courant après coup et sont invités à venir à l'école, voire assister aux scènes que les enfants ont vues et puis échanger avec les travailleurs sociaux. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, c'est essentiel de travailler en synergie et en réseau. Grâce à nos bilans statistiques qui sont réalisés auprès des chefs d'établissement, des adultes lors de la formation ou auprès des enfants, nous avons un retour terrain essentiel et imparable qui nous sert à connaître l'état des lieux et le besoin sur ce sujet, les axes d'amélioration. Donc nous travaillons avec différentes institutions. Le secrétariat d'État à l'enfance, Charlotte Cobel nous a reçus la semaine dernière, le 119, les CRIP, les inspections académiques, les collectivités locales, donc les conseils départementaux ou les mairies. C'est très important d'impliquer les élus pour pouvoir développer la prévention et la prise en charge. Il y a énormément à faire, vous le savez tous, vous êtes en première ligne. C'est l'affaire de tous, il manque de tout, des infirmières, des psychologues, des médecins, des accompagnants et des moyens et de la formation. Pour cette raison, donc, nous avons étendu notre formation donnée aux enseignants à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants. Les participants nous le disent tous, elle est essentielle pour d'une part connaître les maltraitances, leurs conséquences, les signaux d'alerte et surtout comment faire face à une parole d'enfant, comment la recueillir, le prendre en charge et agir en conséquence. Donc oui, nous devons travailler tous ensemble autour de cette cause et sans frein. Il en va de l'avenir de nos enfants, donc de notre avenir, puisque ce sont les adultes de demain. Et donc, pour nous, c'est un enjeu sociétal majeur. Merci. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Carverne ? Juste que ce qu'on peut constater, nous, avec des équipes qui travaillent sur Bibo et qui portent Bibo, c'est qu'il y a quelquefois alors le lien avec des instituts, il se fait, enfin l'identification se fait, le travail est facilité, mais que quelquefois les travailleurs sociaux sont un peu seuls. Enfin, il y a tous les protocoles, etc., mais que quelquefois, qu'est-ce que ça va devenir ? Comment je reçois une parole si j'ai l'impression qu'il n'en sera rien, enfin, qu'elle ne sera pas traitée, comment je fais face à un enfant qui vit des choses terribles chez lui, mais que peut-être l'enquête, elle va demander 3 mois, et que pendant ce temps-là, il va rentrer à la maison. Donc je pense que c'est aussi très important que la place des travailleurs sociaux de terrain, je veux dire, enfin, voilà, sur les questions de révélation et la prise en charge de la parole de l'enfant, la première parole, j'ai envie de dire, elle soit vraiment prise en compte et qu'ils aient de l'aide et du soutien par rapport à ça. Parce que souvent, on a l'impression que la parole de l'enfant, elle commence, enfin, quand il y a des informations là-dessus, elle commence à être parlée, enfin, à être... c'est comme si elle était entendue qu'au moment où il y a il arrive au commissariat, voilà, où ça rentre dans le système judiciaire. Mais avant, il y a une personne qui a entendu. Un gamin, il ne va jamais tout seul au commissariat dire « Tiens, voilà, j'ai été abusé. » Bon, non, ça n'existe pas, ça. Et je trouve que quelquefois, y compris dans le public, les travailleurs sociaux ne sont pas assez mis en avant là-dessus. Voilà ce que je voulais... Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde qui était de grande qualité. Et avant de passer aux questions, je voulais préciser que cette table ronde avait été préparée en amont avec Delphine Labbé et Élise Vaillant du GOA, Commission Thème. Voilà. Et je les en remercie. Alors nous allons prendre une question dans la salle.
Oui, une question au milieu. Bonjour. Du coup, ma question s'adresse plutôt aux personnes à Madame Kervin et Monsieur Bernot. Il est question, sur Toulouse, je suis en lien avec une association, donc l'Arc-en-Ciel Théâtre, qui fait du théâtre forum. Et donc, votre intervention, elle intervient à pic, au sens où je me pose vraiment la question de comment on pourrait travailler le théâtre forum. C'est un projet que j'aimerais bien lancer dans le milieu ouvert, c'est-à-dire avec les... Parce que là, je vois que vous avez fait des interventions en école, mais est-ce qu'on pourrait travailler avec ce type d'outils en milieu ouvert avec des enfants de différentes familles? Est-ce que c'est des choses que vous auriez déjà expérimentées ou pas? Je crois qu'Olivier non plus. On n'a pas bien compris si l'idée c'est de créer un théâtre forum avec un groupe d'enfants qui sont accompagnés en milieu ouvert, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance régulièrement à proposer des sorties avec les enfants et on se posait la question de est-ce que ça pourrait être intéressant de proposer ce type d'outils, parce que les enfants qu'on accompagne sont régulièrement quand même confrontés à ces maltraitances-là. Et du coup, est-ce que ça serait pertinent? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu mettre déjà en place, du théâtre forum en milieu ouvert avec des groupes d'enfants? Alors c'est quelque chose qu'on n'a encore pas fait, mais le théâtre forum, par définition, il peut être approprié, il peut être utile à aller regarder n'importe quelle situation sociale dans laquelle, sous l'angle des rapports de domination. Donc oui, tout le monde peut faire du théâtre forum et on peut travailler sur n'importe quel sujet, soit en créant un, soit en utilisant la technique dans des ateliers, par exemple. Non, je sais pas. Ça va? On a répondu à la question ou... Ouais. Merci. Alors, on peut prendre peut-être une deuxième question très rapidement. Et puis on peut s'arrêter là peut-être alors. 2 dessins de pavots. Ah non, une question au 2e étage. 3e étage. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être concis, c'est compliqué, c'est pas forcément une question, plutôt une remarque, voire un coup de gueule. Donc Éric Pince, éducateur spécialisé. J'adhère moi à tout ce que j'entends. Par contre, il y a un problème qui se pose à moi, c'est l'accès par les médias, et notamment Internet, sans filtre, à toutes ces choses-là. Donc nous, derrière, on rame pour travailler toutes ces questions-là. Quand je vous entends dire, qu'on vous fait la remarque, mais qu'est-ce que vous allez mettre dans la tête des enfants? Je trouve ça assez dingue, parce qu'ils ont dans la tête déjà quoi? Là, actuellement, j'ai un jeune qui a 13 ans, qui a accès à Netflix, et je découvre, par exemple, qu'il a accès à des choses au niveau de la sexualité qui sont très suggestives, mais en tout cas, voilà, c'est ouvert. Donc après, on s'étonne qu'il y a une augmentation des violences, notamment de la sexualité, mais quelle est la responsabilité des pouvoirs publics pour, à un moment donné, restreindre ces phénomènes-là? Je ne sais pas si ma remarque ou ma question vous parle, est claire, mais voilà. Merci beaucoup. Donc c'était une remarque davantage qu'une question. Avant de passer aux 2 dessins de Pavot, donc une petite information concernant les aventures de Bibo. Je vous laisse la parole pour 30 secondes pour préciser. Non, c'est juste si parmi vous des personnes seraient intéressées par faire venir la formation, enfin par se former quoi, tout simplement. On est là toute la journée et puis on a du coup un petit document, voilà, avec quelques infos, histoire de repartir avec quelque chose de concret, juste ça. Voilà, histoire de travailler le réseau un peu. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour finir, alors les dessins de Pavot d'abord.
Oui, merci Stéphane. Deux petits dessins, oui, un premier sur le Théâtre Forum. Attendez voir que je l'ouvre, le voilà. Et puis j'en ai fait un deuxième sur Guillaume-Émile Zola Place, qui, je l'espère, me pardonnera mon mauvais esprit. Voilà, merci beaucoup, bon appétit, à tout à l'heure. Merci.